Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du 24 janvier 2022, lundi bien sûr, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Commençons par le quotidien Le Figaro où nous lisons: des coups de feu ont été entendus dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso, dont deux de la capitale Ouagadougou, indiquent hier de sources militaires et des habitants. Ces mouvements dans des casernes burkinabées surviennent au lendemain de nouvelles manifestations de colère d'habitants excédés par l'impuissance des autorités à faire face à la violence qui ravage le Burkina Faso depuis 2015. Alors que plusieurs soldats de plusieurs casernes du Burkina Faso se sont mutinés pour réclamer le départ des chefs de l'armée, les Burkinabés ont manifesté devant un camp de Ouagadougou pour montrer leur soutien aux militaires. Un commentaire de Dalia Kara. Quelques heures plus tôt dimanche, à Ouagadougou, des tirs ont été entendus dès 1 h du matin en provenance des camps militaires de Gounga, à l'ouest de la capitale. Des habitants ont aperçu d'un militaire sortir de la caserne, tirer en l'air et boucler le périmètre. Plus tard, d'autres tirs ont été confirmés par des témoins depuis un autre camp de la capitale, une base aérienne proche de l'aéroport et dans le nord du pays, dans les casernes de Kata et Ouaïgoya. Abdoulaye Kanazoé, partisan de la révolte, a déclaré que le président devait partir et qu'il soutenait les soldats et qu'il devait résister. D'autres manifestants se sont exprimés anonymement, affirmant qu'ils soutenaient l'armée et que l'armée allait prendre le pouvoir. Les protestataires disent qu'ils étaient sortis pour soutenir cette lutte parce que ce qu'ils voulaient, c'était une nation vraiment unie, parce que le Burkina Faso a été éparpillé, qu'il n'y avait plus de villages et qu'il y avait trop de déplacés. En fin de matinée, le ministre de la Défense du pays, le général Batlemey Sampaoré, a affirmé lors d'une intervention à la télévision nationale qu'aucune institution de la République n'avait encore été inquiétée. Le gouvernement burkinabé, qui a reconnu les tirs, a toutefois démenti les soupçons de coup d'État. Les revendications des militaires, parmi lesquelles le départ des chefs des armées et la mise en place de davantage de moyens plus adaptés à la lutte contre les terroristes, ont été transmises dans un enregistrement sonore parvenu à l'agence France Presse. L'auteur, un militaire de la caserne, Sangoulé Lamizana, qui a souhaité garder l'anonymat, n'a à aucun moment demandé le départ du président burkinabé Roch Christian Kaboré. Et enchaînons notre revue de presse mentionnant l'Afrique avec Radio France Internationale. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé la liste des 81 membres du Conseil national de la transition. Le Conseil est celui qui doit légiférer pendant toute la durée de la transition entamée le 5 septembre dernier à la suite du coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé au pouvoir depuis 2010. Pour présider cette institution, le colonel Doumbouya a choisi un de ses proches qu'il a nommé par décret. Et enchaînons avec le quotidien Le Point, d'où nous avons tiré cette nouvelle. Au Sénégal, l'alternance pourrait avoir lieu dimanche au niveau local. C'est en tout cas ce que l'espère l'opposition, alors que les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire leur maire et les présidents de conseil départemental lors d'un scrutin qui a valeur de test pour le président Macky Sall au pouvoir. Ces élections locales, plusieurs fois reportées, sont les premières depuis la présidentielle de 2019 qui a reconduit le président Sall à la tête du pays, considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Et enchaînons avec le Nouvel Observateur. L'ONU enquête
sur un massacre présumé près de la ville de Beira, à 600 km à l'est de la capitale centrafricaine Bangui, qui aurait fait plusieurs dizaines de victimes civiles lors d'une opération conjointe les 16 et 17 janvier des forces armées et de mercenaires du groupe russe Wagner. Cette opération visait le groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, UPC, un des principaux groupes rebelles très actifs dans l'est du pays. C'est ce qu'a précisé vendredi une source onusienne. Après une hausse de 6 semaines en Afrique, la 4e vague de la pandémie de la Covid-19, alimentée principalement par le variant Omicron, atteint un plateau, ce qui en fait l'augmentation la plus brève jusqu'à présent sur le continent africain, où le nombre de cas cumulés a désormais dépassé la barre de 10 millions. Dalia Karan nous donne plus de détails. À la date du 11 janvier, un total de 10,2 millions de cas cumulés de Covid-19 avaient été recensés en Afrique. Le nombre de cas hebdomadaires s'est stabilisé au cours de la semaine, se terminant le 9 janvier comparé à la semaine précédente. L'Afrique australe, qui a connu une forte augmentation du nombre d'infections pendant la vague pandémique, a enregistré une baisse de 14% des infections au cours de la semaine écoulée. En Afrique du Sud, où le variant Omicron a été répertorié pour la première fois, le nombre d'infections hebdomadaires a diminué de 9%. L'incidence de la pandémie est aussi en baisse en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Cependant, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest connaissent une augmentation du nombre de cas, l'Afrique du Nord ayant enregistré une hausse de 121% la semaine dernière par rapport à la semaine qui l'a précédée. Sur l'ensemble du continent, le nombre de décès a néanmoins augmenté de 64% au cours de la semaine qui s'est achevée le 9 janvier par rapport à la semaine précédente, principalement à cause des infections chez les personnes à haut risque. Néanmoins, la 4e vague est moins meurtrière que les vagues précédentes. Le nombre d'hospitalisations est resté faible. En Afrique du Sud, par exemple, environ 9% des plus de 5600 lits en unité de soins intensifs du pays sont occupés par des patients atteints de la Covid-19. Dans les pays qui connaissent une recrudescence des cas, le variant Omicron qui se propage rapidement est devenu prédominant, alors qu'il a fallu environ 4 semaines au variant Delta pour surclasser le variant Beta auparavant dominant. Le variant Omicron a surclassé le variant Delta en seulement 2 semaines dans les pays africains les plus touchés. Le nombre de tests qui sont essentiels à la détection et à la surveillance de la Covid-19, dont la surveillance génomique, a connu une légère augmentation de 1,6% au cours de la semaine écoulée, avec plus de 90 millions de tests, principalement. Partout en Afrique, l'OMS apporte son appui au pays pour renforcer le séquençage génomique par des formations dans des domaines essentiels tels que la bioinformatique et la manipulation des échantillons. L'organisation contribue également à l'achat et à la livraison d'équipements et de matériel de laboratoire essentiels au pays. Dans des domaines essentiels tels que la bioinformatique et la manipulation des échantillons. L'organisation contribue également à l'achat et à la livraison d'équipements et de matériel de laboratoire essentiels au pays. À ce jour, 30 pays africains et au moins 142 pays dans le monde ont détecté le variant Omicron. Le variant Delta a été signalé dans 42 pays d'Afrique. En Afrique de l'Ouest, où l'incidence de la Covid-19 est en augmentation, le nombre de séquences d'Omicron réalisées par des pays comme Cabo Verde, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal est en hausse. À Cabo Verde et au Nigeria, Omicron est désormais le variant dominant. Même si le continent semble résister à la dernière vague pandémique, le taux de vaccination reste faible. Environ 10% seulement de la population africaine est entièrement vaccinée. L'approvisionnement en vaccins s'est récemment amélioré sur le continent et l'OMS renforce son appui au pays pour qu'il puisse distribuer efficacement les doses à l'ensemble de leur population. Alors que les pays s'inquiètent, ou plutôt les pays continuent de s'inquiéter de la propagation du variant Omicron extrêmement contagieux dans le monde, les cas hebdomadaires de la Covid-19 ont pour la première fois considérablement diminué sur le continent africain. C'est ce qu'a annoncé jeudi dernier l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Selon l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU, le nombre de décès a également baissé pour la première fois depuis le pic de la 4e vague pandémique propulsée par le variant Omicron.
Seule l'Afrique du Nord a signalé une hausse des cas au cours de la semaine dernière. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Ayman Aboulaïla, membre au Parlement, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Dr Ayman Aboulaïla. Bonjour. 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 Alors, l'Afrique se heurte à des obstacles majeurs pour accéder au traitement. D'après vous, quelle serait la raison de ces obstacles et comment résoudre ces problèmes? Je crois que d'après le Covid-19, alors on doit dire que l'Afrique aussi, après 2 ans, c'est visible que le nombre des malades et le nombre aussi des personnes qui meurent sont à peu près 10% des autres membres des autres partis. Alors on doit dire quelques raisons, ce n'est pas clair, mais ce sont des raisons que tous les scientifiques ont dit que l'Afrique, bien sûr la chaleur, bien sûr l'humidité, mais aussi il y a des raisons autres. Quelques scientifiques ont dit que le vaccin de malaria, le vaccin de tuberculose ont des effets pour prévenir le Covid. Aussi, des gens ont dit qu'il y a une sorte d'humanité dans les gens, entre eux. Des autres disent que bien sûr l'antibody dans les corps africains c'est plus fort que les autres. Les autres gens ont dit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qui contiennent les vieux ensemble. Alors les morts c'est moins. Scientifiquement, ce n'est pas clair évidemment, mais bien sûr c'est un résultat juste que l'Afrique est moins que les autres parties à l'ouest ou à l'est aussi, au sud aussi, des autres continentales. Oui. Docteur Ayman Aboulaïla, s'agissant de la vaccination, alors bien que les stocks de vaccins avaient augmenté ces dernières semaines, le taux de vaccination reste toujours faible en Afrique. Comment justifiez-vous cet effet? Je crois que aussi la division de la distribution de vaccins, ce n'est pas clair. Et aussi l'Afrique a un autre besoin. Sinon, en Égypte, ici, on a à peu près 40% vaccinés. Il y a dans les autres pays en Afrique 2% seulement. Aussi, ce n'est pas le résultat des gens seulement, ou la vie des gens seulement, mais c'est aussi pour le manque du vaccin dans l'Afrique. Alors, passons aux frontières. La fermeture des frontières, les restrictions de mouvement, la perturbation des chaînes d'approvisionnement a eu un impact négatif sur les activités génératrices de revenus. Comment peut-on remédier cet impact? Je crois que le monde doit être... je ne parle pas maintenant de l'Égypte, parce que l'Égypte a un autre plan dans le Covid-19 qui est super. Je parle des autres pays en Afrique, on doit le voir aussi, parce qu'ils ne sont pas dans le même résultat comme nous aussi en Égypte. Mais si tu parles en Afrique, en plupart des gens, l'Afrique, il n'y a pas de droit de l'homme, doit être aussi dans la distribution du vaccin. Et aussi, en tout cas, le WHO doit être fait en avis que l'Afrique, ce n'est pas parce que les résultats des nombres de cas et de nombre de décès est moins, elle n'a pas besoin. Non, elle a besoin. Vous voulez dire l'OMS, Organisation mondiale de la santé? Oui. Les conséquences socio-économiques de la Covid-19 appellent à des actions immédiates et concertées visant à renforcer davantage la résilience des populations et leur capacité à résister au choc. Alors, quelles sont les actions que les pays africains peuvent adopter
pour résister à cet effet négatif de la propagation de la Covid-19 sur le plan économique? Bien sûr, elle doit prendre l'Égypte comme exemple parce que nous avons fait un travail très bien. Bien sûr, la correction de l'économie en 2016 a un effet grand sur notre économie. Alors on a fait quelques progrès dans l'économie. Oui. Mais aussi, pour l'Afrique, on a besoin de beaucoup de choses. Maintenant, le Omicron, c'est nouveau. Bien sûr, c'est plus de cas, mais aussi ce n'est pas très grave. Alors, le quarantaine doit être 4-5 jours seulement. Et aussi, on doit ouvrir, mais bien sûr, on doit prendre toutes les précautions de santé pour éviter le malade. Oui. Nous vous remercions infiniment, Dr Ayman Aboul-Aïla, membre au Parlement, pour cette intervention et enchaînant avec toujours l'Afrique. Alors, dans l'ancienne ville oasis de Tchinguetti, au nord-ouest de la Mauritanie, il faut pousser la porte des bibliothèques pour découvrir ses trésors. Shams Senemi nous donne plus de détails. Fondée au XIe siècle, la ville était alors le carrefour des anciennes routes commerciales transsahariennes et a conservé d'inestimables collections de manuscrits d'époque qu'elle tente d'entretenir de mieux possible. Tchinguetti a beaucoup de livres et de manuscrits. La chose la plus importante de ces livres est la partie plus religieuse des manuscrits. C'est ce qu'a expliqué Saif el-Islam, le propriétaire d'une ancienne bibliothèque. Pour préserver les vieux livres, on a commencé à mettre différentes sortes de produits chimiques, dont des bassines d'eau, et des produits pour la préservation des livres pour qu'ils ne soient pas détruits par les termites et les insectes. Récemment, il y a 3 mois, nous avons dû sortir tous ces manuscrits pour les mettre au soleil afin qu'ils prennent la chaleur. Puis, nous avons ajouté du sel pour les protéger des insectes. Lieu d'échange de manuscrits de tout le monde arabe sur des thématiques aussi variées que la religion, les mathématiques, la littérature et l'astronomie, la ville est devenue un centre d'apprentissage renommé. Mais elle et ses trésors sont menacés par les groupes extrémistes qui sévissent dans la région et par le désert du Sahara qui tente de reprendre ses droits. En 1995, il y avait un petit espoir que la ville puisse accueillir des touristes. Mais malheureusement, le terrorisme a empêché les vacanciers de venir et le tourisme s'est arrêté pendant un certain temps. Il y a aussi la pandémie du Covid-19 et le tourisme s'arrête à nouveau. Mais cette année, il y a un petit retour des vacanciers. On est optimiste et tout le monde est content. L'un des touristes dit « Je suis venu avec des amis et on voulait visiter la bibliothèque qui est très importante pour la Mauritanie. On a appris beaucoup de choses », ajoute ce touriste. Depuis 1996, la ville de Tchinguetti fait partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors avec la Mauritanie et cette bibliothèque, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Concernant l'Afrique, merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.